Aujourd'hui, je reviens vous présenter mes livres préférés de l'année 2025. J'en ai sélectionné 10 et comme chaque année, je vais vous lire les résumés parce que les histoires ne sont pas très fraîches dans mon esprit vu que je les ai lues au courant de l'année. En premier, donc il n'y a pas d'ordre spécifique. Donc en premier, c'est Pat de Silverbush, c'est un livre de Lucy Maud Montgomery. Cette autrice est mon autrice favorite. Malheureusement, la plupart de ces livres sont très durs à trouver. Je crois que c'est le 14e que je lis d'elle. Donc il y a la série Anne qui est très connue, la série Emily, ces deux-là sont très faciles à trouver. Après il y a plein de livres qu'elle a écrits qui ne font pas partie d'une saga mais qui sont aussi bien. Pour rien au monde, la jeune Patricia Gardiner ne voudrait changer ce qui fait la douceur de vivre qu'elle connaît au sein de sa famille dans la maison de Silverbush, située dans l'île du Prince-Édouard, au Canada. Et au fur et à mesure qu'elle grandit, bien des événements se produisent. La naissance d'une petite sœur, la maladie de sa mère, la mort d'une amie et la découverte d'un premier amour. Mais une chose reste immuable, la sérénité et le confort de Silverbush, une demeure avec laquelle Pat entretient des rapports passionnés et complices. C'est une très belle histoire et comme à son habitude, l'écriture est absolument magnifique. Je ne me lasserai jamais de lire ces livres et j'espère en trouver d'autres, mais d'occasion, malheureusement. J'en avais trouvé quelques-uns, mais à plus de 150 € pour un petit livre, c'est quand même impensable. Ensuite, il y a Les 8 montagnes de Paolo Cognetti. J'ai d'abord vu le film et je préfère le film au livre, mais j'ai quand même bien aimé le livre. Ça reste la même histoire, c'est juste que je trouve qu'elle est mieux racontée dans le film. Et la musique et les silences du film ajoutent beaucoup, je trouve. Pietro est un enfant de la ville. L'été de ses 11 ans, ses parents louent une maison à Grana, au cœur du Val d'Aoste. Là-bas, il se lie d'amitié avec Bruno, un vacher de son âge. Tous deux parcourent inlassablement les alpages, forêts et chemins escarpés. Dans cette nature sauvage, le garçon découvre également une autre facette de son père qui, d'habitude taciturne et colérique, devient attentionné et se révèle un montagnard passionné. 20 ans plus tard, le jeune homme reviendra à Grana pour y trouver refuge et tenter de se réconcilier avec son passé. Hymne à l'amitié, histoire familiale, ce texte splendide nous fait aussi et surtout ressentir la force de la montagne, personnage à part entière, capable de bousculer des existences et de transformer des êtres. Il y a un commentaire juste après qui dit « Un livre de vie, puissant, universel, où le désenchantement et le doute sans cesse se confrontent à l'émerveillement et à l'espoir. » Et je trouve que cette phrase résume extrêmement bien ce livre. Le film Les 8 montagnes, c'est mon film préféré de tous ceux que j'ai vus. Je le trouve vraiment spectaculaire. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais j'ai beaucoup aimé les descriptions des alpages, des aventures. En fait, j'aurais aimé qu'il soit plus long et que ça soit plus détaillé. Ensuite, un livre que j'ai lu assez récemment, c'est Pollyanna de Eleanor H. Porter. C'est un petit livre, il fait même pas 300 pages. Et pourtant, il y dit beaucoup de choses et il partage beaucoup de messages. J'ai adoré le personnage de Pollyanna et c'est vraiment... Je trouve que c'est une histoire qui pourrait paraître assez simple avec une enfant et qui pourtant, par le quotidien et les événements de la vie, nous transmet des leçons qu'on peut apprendre durant toute notre vie. Quand le père de la jeune Pollyanna Whittier décède, la petite fille est envoyée vivre chez sa tante Polly à Bendixville, dans le Vermont. Mais autant Pollyanna est lumineuse et passionnée, autant sa tante hurle dès qu'une porte claque ou qu'une fenêtre reste ouverte. Cependant, Pollyanna a été élevée en apprenant à voir toujours le bon côté des choses grâce au jeu du bonheur. Peu importe que la situation soit dramatique, il est toujours possible de trouver matière à être heureux. Un dîner composé de pain et de lait dans la cuisine est accueilli avec ravissement. Une chambre spartiate sous les combles, la vue depuis la fenêtre est splendide, bien mieux que n'importe quelle décoration. Et alors que Pollyanna commence à connaître les habitants du village, sa gaieté et sa joie de vivre se répandent. Un par un, les voisins, revêches, tombent sous son charme, comme Madame Snow, une éternelle insatisfaite, et Monsieur Pendleton, qui vit comme un ermite. Mais un événement tragique va bouleverser la vie de Pollyanna. Arrivera-t-elle à dépasser cette nouvelle épreuve ? Voilà, je pense que j'ai rien de plus à dire que le résumé, à part qu'il faut le lire parce que petit comme grand, il peut parler à tout le monde. Ensuite, dans un tout autre registre, L'été de nos 20 ans de Christian Signol.
C'est un tout petit livre, encore une fois, il fait même pas 200 pages et pourtant je trouve qu'il n'en aurait pas fallu plus pour le coup. Les 8 montagnes, j'aurais voulu qu'il fasse plus de pages, mais celui-là, je trouve qu'il est très bien comme ça. Et juste en je trouve que l'histoire du coup est plus percutante parce qu'elle est plus courte et condensée. Chaque été, Charles invite Antoine chez ses grands-parents en Dordogne. Alors que tout les sépare, ils partagent une amitié sans concession, une de celles qui aide à se surpasser. C'est le moment tant attendu des vacances, de ces chaudes journées où les garçons aident au champ lorsqu'ils ne filent pas à bicyclette vers les eaux fraîches de la rivière. Sur ces rives, ils rencontrent Séverine. Entre ces trois êtres, un lien se noue, fait d'amour et d'amitié. Mais ce bonheur se brise à la fin de l'été 1939. Comme des milliers de jeunes qui ne demandaient qu'à vivre heureux, Charles, Antoine et Séverine vont devoir entrer en résistance pour retrouver l'harmonie perdue et la paix des saisons. Ce sont ces heures ardentes, celles d'une jeunesse bouleversée par la folie d'une époque, confiante dans l'amitié, le courage et la beauté du monde, que fait revivre Christian Signol dans cette œuvre poignante qui célèbre l'authenticité des âmes et la force des souvenirs. Donc voilà, c'est vraiment, je trouve, malgré le thème de la Seconde Guerre mondiale, c'est un livre qui est assez frais et j'ai beaucoup aimé la description des paysages de la Dordogne, la rivière, tout ça. Ça fait vraiment partie de l'histoire. Le prochain livre, c'est Rebecca de Sunnybrook de Kate Douglas Wiggin. Donc c'est un livre jeunesse, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'histoires comme ça que je trouve vraiment belles dans le fond, dans la forme, dans l'écriture et dans l'histoire. Beaucoup. Et souvent, c'est des livres justement qui sont destinés aux plus petits. Mais je pense qu'aucun livre n'est fait pour les petits. On peut les lire vraiment à tout âge. Le contraire ne fonctionne pas, mais dans ce sens-là, je pense que un livre pour les 2 ans peut-être peut nous parler autant qu'un livre fait pour les adultes. Parce que parfois les messages sont plus forts et que la simplicité des mots parfois fait plus que la complexité. Quand Rebecca Rowena Randall arrive à Riverboro, ses tantes s'attendent à accueillir une enfant docile et bien élevée. À la place débarque une fillette vive, imaginative et aux yeux noirs habités d'une lumière intense. Donc le résumé ne dit pas grand-chose, mais on va suivre cette petite qui arrive chez ses tantes qui n'ont absolument pas l'habitude d'avoir une enfant chez elles. Ses tantes ont vécu des choses qui font que maintenant elles vivent à 2 dans une grande maison. Et donc on va apprendre à découvrir pourquoi elles sont devenues comme elles sont. Et Rebecca, par sa vivacité et sa joie, va réussir petit à petit à faire changer les autres, un peu dans le même esprit que le livre Pollyanna que je vous ai présenté avant. Je pense qu'il ne faut pas en dire plus parce que c'est pas un livre avec plein de rebondissements et tout ça, c'est un livre assez calme et posé. Le prochain livre, c'est De sève et de sang de Julia Butterfly Hill. C'est un de mes livres préférés, comme tous les autres, mais celui-là m'a vraiment marqué. L'histoire d'un arbre, d'une femme et d'un combat pour sauver une forêt de séquoias. Le 18 décembre 1999, après plus de 2 ans, Julia Hill repose enfin ses pieds sur la terre ferme. Depuis 1997, elle vit perchée à plus de 55 mètres de hauteur dans Luna, un séquoia millénaire de Californie. Ce qui devait être une occupation de quelques jours s'est transformé en un acte de résistance historique. Julia s'oppose à Pacific Lumber, une entreprise qui ravage la forêt par ses coupes à blanc destructrices. Du haut de sa plateforme, elle incarne la défense des forêts et livre au monde un message d'amour, de conviction et de courage. Elle affronte des tempêtes dans la furie d'El Niño, subit le harcèlement des hélicoptères, l'épandage de napalm et le siège des agents de sécurité de l'entreprise de déforestation. Son récit nous transporte au cœur d'une lutte pour la préservation de notre planète. Il nous rappelle que la Terre a besoin d'être protégée et que chacun d'entre nous peut faire la différence. Accompagné d'une préface inédite de Thomas Braille, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, figure emblématique de la lutte pour la protection des arbres en France, ce livre porte un écho universel et nous encourage à nous lever et à lutter pour ce qui compte vraiment. Donc c'est un livre très percutant, je l'ai beaucoup aimé. Si j'avais une chose à redire, ça serait le récit est assez méthodique, on n'entre pas vraiment dans les émotions de Julia et je trouve que c'est ça qui manque. Là on est plus dans le combat entre l'entreprise et cette femme, mais on n'est pas trop dans le cheminement intérieur de Julia par rapport à toutes ces années qu'elle a passées dans cet arbre. Justement quand elle est redescendue de l'arbre, j'aurais aimé qu'on nous décrive plus ce qu'elle ressent. Peut-être que ce n'était pas le but parce que justement le but c'était d'écrire quelque chose de percutant et d'aller droit au but, mais moi je trouve que ça a manqué. Mais voilà, je trouve que c'est remarquable et très courageux de sa part
d'avoir fait ça. Le prochain, c'est encore un livre de Christian Signol, c'est Marie des brebis. Et c'est un livre qui m'a beaucoup plu, comme peut-être vous l'aurez remarqué, j'aime beaucoup les livres anciens. Les livres, enfin, voilà, je ne trouve vraiment pas beaucoup mon compte dans les publications récentes, mais ça peut arriver, comme avec les livres là les livres comme Rebecca, tout ça, ça peut arriver. Mais c'est vrai que je me retrouve plus dans les livres anciens. Et Christian Signol, je trouve que c'est un auteur qui arrive vraiment à transmettre des émotions. Je pense que par son passé, son enfance et la douleur qu'il a pu ressentir face au changement du monde, eh bien, il arrive à retranscrire des émotions qui me parlent. Plongez-vous sans hésiter dans Marie des brebis, un roman qui s'emprunte à l'écosse, la tendresse, où résonne le bruit des sauterelles et des grillons, la chaleur de la peau au ciel du soleil. C'est l'histoire vraie d'une grand-mère d'aujourd'hui que Christian Signol a rencontrée et a su écouter raconter sa vie depuis l'aube de ce siècle jusqu'à présent. Je ne sais pas s'il y a un résumé qui est là, qui est plus précis, qui dit « Abandonnée le jour de sa naissance parmi les brebis, un beau matin de l'automne 1901, la petite Marie est recueillie par Johannes, le pâtre de Malslafon, qui la baptise aussitôt Marie des brebis. Toute sa vie, elle la passera sur la rue d'Écosse du Quercy, à garder les bêtes et à construire son destin de femme, riche d'espérance et de courage. Elle rencontrera la tendresse avec Alexis et Augustine, qui seront pour elle père et mère, l'amour et l'angoisse avec le départ pour la guerre de Florentin, son bien-aimé. À son retour, elle l'épousera, et ils construiront ensemble maison et famille. La guerre n'épargnera pas les enfants, la maladie n'épargnera pas Marie la bergère, qui ne perdra pourtant jamais espoir, et la vie coulera au rythme des saisons et d'un monde où le temps est celui du soleil. Christian Signol a rencontré Marie à la fin de sa vie. Il a su l'écouter et patiemment transcrire le récit de son existence. Il nous donne là un livre chaleureux, plein de lumière et de sincérité, à l'image d'une époque bénie sur la terre du Cosse. Donc voilà, c'est vraiment un très beau livre où on replonge dans les souvenirs de cette dame, Marie, et c'est des souvenirs qui sont bruts, qui sont poignants et qui sont empreints de justesse, d'amour, de réalité aussi. Il me reste 4 livres à vous présenter. Le prochain, c'est Ceux qui n'ont pas pu nous prendre de Ruta Sepetys. C'est un livre qui est assez connu. Lina est une jeune lituanienne comme tant d'autres. Très douée pour le dessin, elle va intégrer une école d'art. Mais une nuit de juin 1941, les gardes soviétiques l'arrachent à son foyer. Elle est déportée en Sibérie avec sa mère et son petit frère, Jonas, au terme d'un terrible voyage. Dans ce désert gelé, il faut lutter pour survivre dans les conditions les plus cruelles qui soient. Mais Lina tient bon, portée par l'amour des siens et son audace d'adolescente. Dans le camp, Andreïus, 17 ans, affiche la même combativité qu'elle. Le récit de Lina vous coupera le souffle. Vous n'aurez qu'une envie, faire partager cette histoire aussi terrible qu'exemplaire, qui irradie d'amour et d'espérance. Déjà un classique dans de nombreux pays. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus, parce que le résumé le décrit très bien. Le personnage principal, Lina, est vraiment très courageuse et au fil de l'histoire, elle va jamais lâcher. Elle va toujours tout faire pour sauver les autres et pour se sauver elle-même. Linette, viens, t'es où? Oh, j'arrive. Ensuite, il y a le livre Katikar de Susan Coolidge. C'est un livre de la même collection que Rebecca de Sunnybrook. Dans l'Amérique rurale du 19e siècle, Katika rêve en grand, bien au-delà de la maison familiale où elle vit entourée de ses 5 frères et sœurs. Mais lorsqu'un accident tragique bouleverse son existence, elle devra puiser dans son imagination pour se réinventer. Donc c'est vraiment dans le même style, même au niveau de l'accident, que Pollyanna. C'est écrit très gros d'ailleurs, mais j'ai beaucoup aimé l'histoire. Et voilà la vie familiale de cette famille qui vit à la campagne au 19e siècle. Je trouve que c'est un livre très reposant à lire. Il me reste 2 livres à vous présenter. Donc l'avant-dernier, c'est La chorale des dames de Chilbury. C'est de Jennifer Ryan. Donc c'est un livre de poche qui fait quand même presque 600 pages, que j'ai beaucoup aimé par son originalité et pour sa diversité de personnages. 1940, un paisible village anglais voit partir ses hommes au front. Restées seules, les femmes affrontent une autre bataille. Sauver la chorale locale pour défier la guerre en chantant. Autour de Miss Primrose Trent, charismatique professeure de chant, se rassemble toute une communauté de femmes saisies dans cet étrange moment de liberté. Madame Tilling, une veuve timide. Venetia, la tombeuse du village. Sylvie, une jeune réfugiée juive. Edwina, une sage-femme qui cherche à fuir un passé sordide. Potin, jalousie, peur, amour secrète,
Entre rire et larmes, Jennifer Ryan, s'inspirant des récits de sa grand-mère qui a vécu le conflit depuis un petit village du Kent, sonde avec talent les âmes de ce cœur attachant et inoubliable. Encore une fois, le résumé se suffit à lui-même et je pense qu'on n'a pas besoin de dire beaucoup plus, mais voilà, j'ai beaucoup aimé, comme je l'ai dit avant, pour la diversité qu'il y a des personnages. On suit beaucoup de monde, mais pour autant ça ne nous perd pas dans l'histoire et il y a quand même un fil rouge au fond qui nous conduit jusqu'au bout. Le dernier livre, c'est Les vacances de Jane de Lucy Maud Montgomery. Donc encore une fois, un livre de cette autrice. J'ai réussi à en trouver 2 cette année, mais je pense que là, j'arrive au bout de ce que je peux dénicher. Celui-là est encore assez disponible et on le trouve quand même à petit prix, à un prix de livre classique. Mais les autres sont vraiment très compliqués à trouver. C'est un vieux livre et j'ai pas la deuxième couverture qu'on met autour, donc j'ai pas le résumé. Et je l'ai trouvé sur internet. Prémonition, peut-être. Jane est tombée sous le charme d'une photo découpée dans le Saturday Evening. Un inconnu au doux sourire que la fillette regarde en cachette. Que n'a-t-elle pas fait là? Sa mère, aussi fuyante que mondaine, est à son tour frappée de stupeur devant le mystérieux portrait de Kenneth Howard. Et sa grand-mère le déchire avant de le brûler. Pourquoi tant de hargne chez l'une et une telle tristesse chez l'autre? Lorsque 6 mois plus tard, elle est invitée par son père dans l'île du prince Édouard, Jane comprend. Son père, cet étranger dont on ne lui a jamais parlé, dont on a toujours nié l'existence, a le visage séduisant de Kenneth. Jane est bouleversée. Quel drame secret a bien pu séparer ses parents? C'est vrai que là, en relisant le résumé, je ne me rappelle pas bien de la réponse à la question qu'il pose à la fin du résumé, mais je me rappelle avoir beaucoup aimé et ça reste encore une fois l'écriture de Lucy Maud Montgomery que j'apprécie beaucoup. Après, je crois que je ne sais pas si c'est dans celui-là ou pas. Et dans un livre, alors on parle d'un lion de cirque, on en parle vraiment pas longtemps, mais bon, ça, bien entendu, je n'accepte pas du tout. Et je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Mais sinon, tout le reste, j'aime beaucoup. Donc j'ai fini de vous présenter les 11 livres que j'ai préféré lire durant l'année 2025. J'espère qu'il y en aura que vous aurez vous aussi envie de découvrir. Et puis voilà.